Pendant que je travaillais à la filiale coréenne, ma femme a vendu ma maison pour éponger les dettes de son fils, bon à rien. Quand je suis rentré, il se tenait sur le porche en riant, « Tu es sans abri maintenant. » J'ai simplement souri. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ils se sont figés. J'ai dit, la maison que vous avez vendue était en fait. Je suis descendu d'un vol de nuit en provenance de Corée du Sud et j'ai marché jusqu'à mon propre Porsche, portant encore les vêtements de la veille. Ma femme, Hélène, a souri et a dit, « Tu ne vis plus ici. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru qu'elle plaisantait. C'est ce que mon cerveau a fait pour se protéger. Après 6 mois à l'étranger et des salles de conférence abusant, des planchers d'usine qui bourdonnaient toute la nuit, des petits déjeuners d'hôtel qui avaient le goût du carton, je m'attendais à une étreinte, peut-être un sourire fatigué, peut-être une dispute à propos du thermostat. Pas cette phrase. Pas dite si légèrement. Pas avec ma maison brillant chaleureusement derrière elle, comme si elle avait déjà choisi son camp. Eric se tenait à côté d'elle, une bière à la main, appuyé contre la rampe du Porsche comme si c'était un comptoir de bar. Il a reniflé et a pris une gorgée. Je suppose que tu aurais dû rester en Corée, Thomas. Les planches du Porsche ont grincé sous mes chaussures. Ce son semblait plus fort qu'il n'aurait dû, comme si la maison s'éclaircissait la gorge. L'air de mars a transpercé ma veste humide, froid. Le genre que Reims réserve aux gens qui pensent que l'hiver est terminé. Je pouvais sentir la terre humide de la cour. La faible odeur d'huile de la rue. Et quelque chose d'autre que je ne reconnaissais pas encore. De la peinture fraîche, peut-être. De nouvelles serrures. Tu es sans abri maintenant, répéta Hélène, plus lentement cette fois, comme si je ne l'avais pas entendu la première fois. Nous avons vendu la maison. J'ai regardé par-delà eux, à travers la fenêtre du salon. La lampe près du canapé était allumée. Notre lampe, celle qu'Hélène avait achetée dans un vide-grenier il y a des années et qu'elle jurait de rénover un jour. J'ai remarqué la serrure de la porte en nickel brossé, brillant. Ce n'était pas la nôtre. La nôtre avait des rayures des hivers passés, des clés coincées trop de fois avec des doigts engourdis. Eric a ri de nouveau, un son bref et aigu. Détends-toi. C'est fait. L'argent est déjà parti. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas exploser, pas se fissurer, juste se serrer. J'ai posé ma valise à mes pieds. Les roulettes avaient cliqueté doucement contre le béton. Un petit son ordinaire qui semblait étrangement important, comme la preuve que j'étais toujours debout. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, ai-je demandé. Aucun d'eux n'a répondu tout de suite. Hélène a penché la tête comme elle le faisait quand elle pensait être raisonnable, de la même manière qu'elle regardait les représentants du service clientèle avant d'expliquer pourquoi elle méritait un remboursement. Eric avait besoin d'aide, a-t-elle dit. La famille s'entraide. Tu n'étais pas là. Tu n'avais pas besoin de la maison. Eric a levé sa bière dans un toast paresseux. Tu voyages pour le travail, mec. De grands projets à l'étranger. Cette maison ne faisait que prendre la poussière. Prendre la poussière. J'ai failli sourire à ça. Failli. J'ai regardé plus bas dans la rue et j'ai remarqué une berline sombre garée à quelques maisons de là. Moteur éteint. Quelqu'un à l'intérieur. Je ne savais pas pourquoi elle avait attiré mon attention. Peut-être parce qu'elle n'avait rien à faire là. Peut-être parce que le conducteur n'a pas détourné le regard quand j'ai jeté un coup d'œil. Je l'ai noté sans trop y penser. Hélène a croisé les bras. Dis quelque chose, Thomas. Je l'ai fait. J'ai souri lentement, fermement. Le genre de sourire que l'on apprend après avoir assisté à trop de réunions où les gens vous coupent la parole en pensant que cela signifie que vous perdez. La maison que vous avez vendue, ai-je dit, était en fait. Eric a ricané. Oh, ça y est, on y va. Je me suis arrêté. Pas encore. Parfois, la meilleure chose à faire est de laisser les gens croire à l'histoire qu'ils se sont déjà racontée. J'ai repris ma valise et me suis approché de la porte. Hélène s'est déplacée, la bloquant sans même s'en rendre compte. Tu ne peux pas entrer, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je sais. Cela a semblé la dérouter plus que la colère ne l'aurait fait. 6 mois plus tôt, j'étais assis dans une salle de conférence surplombant le port de Busan, écoutant un traducteur expliquer des retards de production. Les fenêtres étaient embuées par l'humidité,
et l'odeur de café brûlé flottait dans l'air. Hélène m'avait appelé ce matin-là, la voix tendue, demandant si nous pouvions déplacer un peu d'argent. Juste pour un moment, avait-elle dit. Eric est dans une mauvaise passe. Eric était toujours dans une mauvaise passe. 39 ans et parlant toujours de son prochain grand projet, des applications de paris sportifs, des groupes de crypto-monnaies, une idée de food truck qui n'a jamais dépassé le stade du logo. J'avais déjà aidé. J'avais remboursé une carte de crédit une fois, lui avais prêté mon camion une autre fois. Chaque service présenté comme temporaire, chaque échec justifié. Debout sur le porche maintenant, souffrant du décalage horaire et ayant froid, je réalisais avec quelle minutie ils avaient répété ce moment. La cruauté des involtes, les rires, la supposition que j'allais crier ou supplier ou m'effondrer. Au lieu de ça, j'ai de nouveau regardé la porte et j'ai inspiré. La maison sentait différemment, plus propre, comme le détergent de quelqu'un d'autre. Où suis-je censé aller, ai-je demandé. Eric a haussé les épaules. Au motel près de l'autoroute A4. C'est assez bon marché. Hélène a soupiré. Ne sois pas dramatique. Nous trouverons une solution. Trouver une solution. C'était toujours sa phrase quand quelque chose d'irréversible s'était déjà produit. J'ai repris ma valise et j'ai quitté le porche. Les planches ont grincé une dernière fois, plus doucement maintenant, comme si la maison me regardait partir. Alors que je marchais vers le trottoir, Eric m'a interpellé. Et, Thomas, ne le prends pas personnellement. Ce ne sont que des affaires. Je me suis arrêté et me suis retourné. La lumière du porche projetait leurs ombres longues et minces sur les marches. C'est intéressant, ai-je dit calmement, parce que les affaires suivent des règles. Ils m'ont tous les deux regardé, leur sourire s'estompant légèrement. J'ai hoché la tête, plus pour moi que pour eux. Nous reparlerons bientôt. J'ai descendu la rue sans me retourner, le son des roulettes de ma valise régulier derrière moi. Ma poitrine était toujours serrée, mais en dessous, il y avait autre chose. Calme, concentré, éveillé. Parce que la maison qu'ils avaient vendue n'était pas ce qu'ils pensaient. Et ils n'avaient aucune idée du nombre de règles qu'ils venaient d'enfreindre. Je ne suis pas allé loin cette nuit-là, juste dans un motel bon marché près de la 4, le genre avec un néon qui grésille et une réception qui sent le café brûlé et le nettoyant au citron. J'ai fait rouler ma valise sur la moquette fine, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé mes mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas seulement un choc. C'était la façon dont la maison m'avait regardé à travers la fenêtre familière mais déjà changée, comme si elle avait appris un nouveau nom. J'avais acheté cette maison 18 ans plus tôt, juste après l'échec de mon premier mariage. À l'époque, j'avais 40 ans, une promotion récente et j'étais fatigué de louer des endroits qui ne me semblaient jamais être les miens. La maison se trouvait dans une rue calme de Reims, juste à l'est de la Vesle. Bardage blanc, un jardin modeste, rien d'extraordinaire, mais elle était solide. Bonne fondation, comme l'avait dit l'inspecteur. J'ai signé les papiers seul, assis en face d'une agente de crédit au Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Elle a fait glisser les documents sur le bureau et a souri. Félicitations, monsieur Chevalier. Elle est à vous. Je me souviens d'y être allé cette première nuit avec rien d'autre qu'un matelas à l'arrière de mon camion. J'ai dormi par terre et je me sentais riche en le faisant. Chaque grincement, chaque courant d'air, chaque planche inégale, tout était à moi. J'ai rénové cet endroit pièce par pièce. Du nouveau placo dans le salon après le travail. Poncer les parquets le week-end. L'odeur de sueur s'est accrochée à mes vêtements pendant des années. Les reçus de Leroy Merlin s'empilaient dans le tiroir à fourre-tout. J'ai accroché un petit drapeau français près du porche après le décès de mon père, comme il avait l'habitude de le faire chaque été. Quand j'ai rencontré Hélène, la maison était déjà terminée. Elle a emménagé 2 ans plus tard avec ses cartons, ses tasses à café et son fils. Eric avait 21 ans à l'époque. Silencieux au début, assez poli. Il est resté au sous-sol, promettant que c'était temporaire. Hélène disait qu'il avait juste besoin de temps. Qu'il trouverait ses marques. Le temps a passé. Les marques ne sont jamais venues. Au moment où Eric a eu 30 ans, j'avais entendu toutes les versions de la même histoire, mauvais patron, malchance, mauvais timing. Je l'avais vu s'enthousiasmer pour des choses qui ne duraient pas et rejeter tout ce qui exigeait de la patience. Je me disais que ce n'était pas à moi de juger.
Ce n'était pas mon enfant. J'étais juste le type que sa mère avait épousé. Pourtant, j'ai essayé et j'ai aidé où je pouvais, avec des conseils, de l'argent une ou deux fois. Chaque fois que je disais oui, je me sentais un peu plus invisible. Hélène avait l'habitude de se promener dans la maison avec moi le dimanche matin, café à la main, en disant des choses comme « cet endroit semble sûr » ou « je suis contente que nous ayons quelque chose de solide ». Une fois, debout dans la cuisine alors que la neige tombait dehors, elle s'était penchée contre moi et avait dit « quoi qu'il arrive, cette maison est à nous ». Je l'ai cru. Au motel, je me suis allongé sur le lit et j'ai écouté le bourdonnement du trafic à travers les murs. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message d'Hélène que je n'ai pas ouvert. Un appel manqué d'Éric. J'ai retourné le téléphone. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent. C'était de réaliser qu'ils avaient pris la décision ensemble. En avaient discuté. Signé des papiers. Célébré. Tout ça sans moi. J'ai rejoué la scène du Porsche encore et encore. La nouvelle serrure. La bière d'Éric. Hélène debout devant la porte comme une sentinelle. Et cette voiture dans la rue. Celle à laquelle je ne pouvais m'arrêter de penser. Je me suis redressé et j'ai enlevé ma veste. Dans la poche se trouvait un reçu plié des frais de stationnement de l'aéroport, daté de ce matin-là. La preuve que j'avais été exactement là où j'avais dit que j'étais. J'ai repensé aux derniers mois à l'étranger. Les appels tardifs qu'Hélène écourtait. La façon dont elle avait balayé les questions. Tout va bien. La fois où elle avait dit, tu ne comprendrais pas. Tu n'es pas là. Peut-être qu'elle avait raison. Je n'avais pas été là. J'avais fait confiance à la maison pour me remplacer. Fait confiance à mon nom sur l'acte de propriété pour qu'il signifie quelque chose. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le salon tel que je l'avais laissé. La marque sur le sol là où j'avais fait tomber une boîte à outils. Le thermostat réglé un peu trop haut parce qu'Hélène avait toujours froid. Cette lampe près du canapé. Ils avaient traversé tout ça et avaient décidé que ça ne me dérangerait pas. Quelque part après minuit, je me suis enfin endormi. Pas profondément, juste assez pour reposer mes yeux. J'ai rêvé que je me tenais seul dans la maison, chaque pièce vide, mais pas résonnant comme si j'avais déjà déménagé. Quand je me suis réveillé, le ciel dehors était d'un gris pâle. Le matin en Champagne honnête, calme et froid. Je me suis assis et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, de la clarté. J'ai attiré mon téléphone vers moi et j'ai ouvert le message qu'Hélène avait envoyé. Nous ne voulions pas le faire de cette façon. Tu ne nous as pas laissé le choix. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que la maison que j'avais construite n'était pas seulement des murs et des planchers. C'était des registres, des signatures, des règles et des années de décisions prudentes. Et quoi qu'ils aient pensé avoir vendu, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas aussi simple qu'ils le croyaient. Le café du motel avait un goût de carton et de regret, mais il était chaud, et c'était suffisant. Je me tenais près de la fenêtre à regarder les semi-remorques passer sur la 4, leur moteur faisant vibrer la vitre. Chaque camion semblait se diriger vers un endroit important. Je n'avais pas encore compris où j'allais. Je me suis douché, rasé, et j'ai enfilé la même veste que j'avais portée dans 3 aéroports la veille. Mon téléphone a de nouveau vibré. Hélène. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Je n'étais pas prêt à entendre sa version des faits. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai passé un appel de mon côté. La section locale de l'Union nationale des combattants. Une voix rocailleuse a répondu. Ici Rémi. Rémi, c'est Thomas Chevalier, ai-je dit. Tu te lèves toujours avant le soleil? Il a gloussé. Seuls les gens qui ont des regrets font la grasse matinée, Thomas. Que se passe-t-il? Rémi Dubois avait pris sa retraite du service du cadastre quelques années auparavant. Nous nous étions rencontrés à l'UNC il y a des années, liés par un mauvais café et des soirées loto encore pires. Il connaissait la paperasse comme certains hommes connaissent les moteurs. Je lui ai raconté la version courte. Mission à l'étranger, maison vendue, procuration. Le silence à l'autre bout du fil a duré plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Tu lui as donné plein pouvoir, a finalement demandé Rémi. Non, ai-je dit. Limité.
facture, entretien. C'est tout. Eh bien, dit-il slowly, ça, c'est intéressant. Encore ce mot. Intéressant. Il m'a dit où aller. Le service de la publicité foncière, en centre-ville. Quoi demander? Quel formulaire réclamer? N'accuse personne, a-t-il dit. Pose juste des questions. Le papier ne ment pas. Je suis allé en ville juste après 8 heures du matin. Le parking du palais de justice était à moitié plein, le givre s'accrochant encore au bord des pare-brises. À l'intérieur, le bâtiment sentait le vieux papier et le produit à polir. Des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. La greffière au comptoir avait l'air fatiguée mais gentille. La cinquantaine, son badge indiquait « Françoise ». Je cherche des registres de propriété, ai-je dit. Un transfert récent. Elle a tapé sur son clavier, a plissé les yeux devant son écran, puis a froncé les sourcils. Ça a été rapide. Rapide, ai-je répété. Elle n'a pas répondu tout de suite, a juste imprimé quelques pages et les a glissées vers moi. Des noms, des dates, des signatures. Le nom d'un courtier que je reconnaissais de mon enfance, l'agence Blanchard. Un type avec qui le père de ma femme avait l'habitude de boire. Mon estomac s'est noué, mais ma main est restée stable. J'ai remercié Françoise et me suis écarté pour lire. Le transfert avait été précipité. Aucun avocat mentionné. Une signature électronique datée alors que j'étais à mi-chemin de l'autre côté du Pacifique. Rémi avait raison. Le papier ne mentait pas. De retour dans la voiture, mon téléphone a de nouveau vibré. Eric cette fois. Détends-toi. C'est fait. Arrête de créer un malaise. J'ai repris la route vers la maison sans répondre. Quand j'ai tourné dans ma rue, je l'ai vu immédiatement. Un pick-up noir garé dans l'allée, une plaque d'immatriculation temporaire flambant neuve encore à l'arrière. Eric se tenait à côté, parlant au téléphone, souriant. Cela expliquait où une partie de l'argent était allée. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à conduire, le cœur calme, les pensées claires. L'image se formait maintenant, et elle n'était pas belle à voir. De retour au motel, j'ai étalé les papiers sur le lit comme une mauvaise main de cartes. Date, nom, la procuration limitée que j'avais signée il y a des années, enfouie dans mes archives de mai. Clair comme de l'eau de roche. Aucune autorité pour vendre, aucune autorité pour transférer la propriété. Je me suis connecté à mon compte bancaire. L'historique des transactions s'est chargé lentement. Puis je l'ai vu, des virements bancaires. Des gros, répartis entre plusieurs comptes. L'un d'eux étant celui d'Eric. Ma poitrine s'est de nouveau serrée, mais cette fois, une chaleur l'accompagnait. Il n'avait pas seulement vendu la maison, il l'avait traité comme un distributeur automatique de billets. Je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Le bourdonnement du climatiseur remplissait la pièce. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui, à toutes les fois où j'étais resté silencieux parce que maintenir la paix semblait plus facile que de poser des questions difficiles. Cette partie était terminée. J'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré un nouveau contact, avocat, immobilier. Rémi m'avait déjà envoyé un nom par message. Alors que je me rallongeais, l'épuisement m'a finalement rattrapé, mais en dessous, il y avait autre chose. De la certitude. Il pensait en avoir fini avec ça. Il n'avait même pas commencé. Je suis retourné à la maison juste après midi, pas pour confronter qui que ce soit. Pas encore. Je me suis dit que je voulais juste la voir en plein jour, pour confirmer qu'elle était toujours là où je l'avais laissée. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de sentir à nouveau le sol sous mes pieds. La rue avait l'air identique. Des arbres nus, des boîtes aux lettres penchées un peu trop en avant, un voisin plus bas dans la rue ratissant de vieilles feuilles comme si le printemps n'avait pas encore tout à fait gagné sa confiance. Mais la maison semblait différente, comme si elle avait déjà appris à vivre sans moi. Le nouveau camion d'Eric était parti. L'allée était vide, à l'exception de taches d'huile que je ne me souvenais pas avoir faites. Alors que je posais le pied sur le trottoir, la porte d'entrée s'est ouverte. Hélène est sortie la première. Elle avait changé de vêtements à un jean et un pull doux, les cheveux attachés en arrière comme si elle se préparait à une conversation difficile. Eric l'a suivie, téléphone à la main, la mâchoire serrée.
Je savais que tu reviendrais, a dit Hélène. Sa voix n'était pas en colère. Elle était théâtrale, juste assez forte pour porter. J'ai remarqué 2 rideaux bouger de l'autre côté de la rue. Je suis le propriétaire de cet endroit, ai-je dit calmement. Ou du moins, c'est ce que disent encore les registres. Eric a ricané. Tu te prends pour un avocat, maintenant? Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Hélène à la place. Qui s'est occupé de la vente? Elle a hésité. Juste une fraction de seconde. Suffisant. Blanchard, a-t-elle dit. Il a aidé à faire avancer les choses. Tu le connais. Je le connais de nom, ai-je répondu. Aviez-vous un avocat? Elle a croisé les bras. Nous n'en avions pas besoin. Tout était simple. Rien dans tout ça n'était simple, ai-je dit. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu n'as pas à juger. Tu n'étais pas là. Tu as choisi le travail plutôt que la famille. La voilà. La phrase qu'elle gardait en réserve. Eric s'est avancé. Ouais, tu fais toujours ça. Grand projet, grand voyage. Puis tu débarques et tu fais comme si tu étais meilleur que nous. Je sentais des regards sur nous maintenant. Une voiture a ralenti en passant. Quelqu'un de l'autre côté de la rue faisait semblant d'arroser de l'herbe gelée. Je n'ai pas choisi le travail plutôt que la famille, ai-je dit. J'ai travaillé pour soutenir cette famille. La voix d'Hélène s'est brisée, mais ses mots sont restés vifs. Et pendant que tu n'étais pas là, j'étais ici à regarder mon fils s'effondrer. S'effondrer, ai-je répété. Ou éviter les conséquences. Le visage d'Éric s'est durci. Fais attention. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Des cernes sombres sous ses yeux, du genre qui vient des nuits dont on ne veut pas se souvenir. À quoi l'as-tu dépensé, ai-je demandé doucement. Ça ne te regarde pas, a-t-il lancé sèchement. Ça m'en dit assez. Hélène s'est interposée entre nous, les mains tremblantes maintenant. J'ai signé ce que je devais signer. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. Tu as signé mon nom, ai-je dit. Elle a eu le souffle coupé. Non, J'ai vu les registres, ai-je continué. L'autorisation électronique, datée alors que j'étais abusant. Ce n'était pas moi. Le silence est devenu lourd et gênant. La porte moustiquaire d'un voisin a claqué quelque part dans la rue. Les yeux d'Éric se sont tournés vers Hélène, juste une seconde. C'est tout ce dont j'avais besoin. Tu l'as falsifié, ai-je dit, sans élever la voix. Ou tu as laissé quelqu'un le faire pour toi. Les épaules d'Hélène se sont affaissées. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai reculé d'un pas, le poids de la situation s'installant. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une fraude. Réelle, documentée, indéniable. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. Une femme que je ne reconnaissais pas est sortie. La quarantaine, un sourire poli, un cardigan boutonné jusqu'en haut comme une armure. Elle tenait un dossier contre sa poitrine. Oh, dit-elle doucement. Je ne savais pas. Je suis désolé. Êtes-vous Thomas? Oui, ai-je dit. Je suis le propriétaire. Son sourire a vacillé. Je suis Karine. Mon mari et moi. Nous avons acheté la maison la semaine dernière. Hélène est devenue blême. Eric a marmonné quelque chose dans sa barbe. Karine nous a regardés, confuse. Est-ce que tout va bien? J'ai croisé son regard. Elle avait l'air fatiguée, pleine d'espoir comme le sont les gens quand ils pensent avoir enfin trouvé un endroit sûr. Non, ai-je dit doucement. Mais ce n'est pas de votre faute. Hélène s'est retournée vers moi. Ne fais pas ça ici. Faire quoi, ai-je demandé. Dire la vérité? Karine a serré son dossier plus fort. On nous a dit que tout était approuvé. Que vous étiez à l'étranger et que vous aviez accepté la vente. J'ai hoché la tête. C'est ce qu'ils ont dit. Elle a hoché la tête en retour, incertaine. Oui. Je me suis tourné vers Hélène. Tu leur as dit que j'étais d'accord. Elle n'a pas répondu. Je me suis de nouveau tourné vers Karine.
Vous avez besoin d'un avocat, ai-je dit. Aujourd'hui. Ses yeux se sont écarquillés. Êtes-vous en train de dire que la vente? Je dis qu'il y a de sérieux problèmes avec elle. Eric a ri, un rire aigu et nerveux. Tu bluffes. J'ai secoué la tête. Je ne bluffe pas. Le Porsche semblait plus petit maintenant, plus étroit, comme s'il ne pouvait pas contenir tout ça à la fois. Karine a reculé d'un pas. Je devrais rentrer. Oui, ai-je dit. C'est probablement mieux. Elle a hoché la tête, a disparu derrière la porte et l'a refermée doucement, comme si elle ne voulait pas réveiller quelque chose de dangereux. La voix d'Hélène est tombée à un murmure. Tu es en train de tout gâcher. Non, ai-je dit. Je suis en train d'arrêter ça. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu de la peur. Pas pour moi, pour elle-même. Eric a donné un coup de pied dans la rampe du Porsche. Tu te prends pour une sorte de héros? Non, ai-je dit. Je pense que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Je me suis retourné et j'ai descendu les marches. Mes jambes semblaient lourdes, mais mon esprit était clair. Derrière moi, Hélène a appelé mon nom. Je ne me suis pas arrêté. Au moment où j'ai atteint le trottoir, je savais une chose avec certitude. Ce n'était plus une affaire privée, et je n'allais plus la gérer discrètement. La première vraie facture est arrivée avant que la poussière ne retombe. Consultation juridique, 2 heures, facturée par tranche de temps bien nette. J'ai fixé le montant plus longtemps que je n'aurais dû. Ce n'était pas l'argent. C'était la confirmation que c'était réel maintenant. Officiel. Quelque chose qu'on ne pouvait pas annuler avec des excuses. J'ai rencontré mon avocat, Franck Delannoy, dans un bureau étroit au-dessus d'une imprimerie en centre-ville. Fin de la cinquantaine, cheveux gris, manches retroussées, café déjà froid sur son bureau. Il ne dramatisait rien. C'est comme ça que j'ai su qu'il était bon. Vous avez bien fait de venir tôt, a-t-il dit en parcourant les documents. Mais ça ne sera pas rapide. Je ne cherche pas la rapidité, ai-je dit. Je cherche ce qui est juste. Il a hoché la tête une fois. Alors vous êtes préparé. Être préparé ne signifiait pas que c'était facile. En quelques jours, Hélène a vidé le compte courant juin. Pas grand-chose, mais assez pour piquer. Je l'ai découvert quand ma carte de débit a été refusée dans une station-service sur l'avenue Jean Jaurès. La caissière m'a jeté un regard compatissant, comme si elle avait déjà vu ça. J'ai payé en espèces et je suis parti, serrant le volant plus fort que nécessaire. Puis les chuchotements ont commencé. Je les ai entendus à l'église d'abord. Pas directement, jamais directement, mais dans les pauses entre les conversations. Une main sur mon épaule qui s'attardait trop longtemps. Quelqu'un qui demandait si j'allais bien, d'une voix qui supposait déjà la réponse. Hélène avait posté sur Facebook. Rien d'explicite, juste assez pour faire pencher l'histoire en sa faveur. Parfois, on donne tout à quelqu'un et on se retrouve quand même seul. Protéger ses enfants ne devrait pas faire de vous le méchant. Les gens ont aimé, commenté, prié pour elle, pour Eric. Personne ne m'a rien demandé. J'ai arrêté d'y aller pendant un moment, non par honte, mais pour me concentrer. Rémi de l'UNC l'a remarqué. Il s'est présenté au motel un soir avec 2 tasses de mauvais café et un sac en papier de beignet. Tu as une sale gueule, a-t-il dit en s'installant dans le fauteuil sans demander la permission. Je me sens encore plus mal, ai-je répondu. Il m'a alors raconté une histoire, celle d'un de ses copains des années auparavant qui avait fait confiance à la mauvaise personne avec une procuration avant de partir en mission. Il avait perdu un camion, ses économies, presque son mariage. Les hommes silencieux, a dit Rémi en fixant le mur. On les prend pour acquis jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'être silencieux. Ça m'est resté. Le courtier, Blanchard, a disparu pendant une semaine. Téléphone déconnecté, bureau vide. Puis un email a fait surface, transmis anonymement à Franck. Négligent, arrogant. Un échange entre Blanchard et Eric discutant de la manière de déplacer les fonds rapidement et de faire en sorte que tout paraisse propre. Franck a souri finement en le lisant. Ça aide. Eric m'a envoyé un texto cette nuit-là. Tu fais une montagne de rien. Je n'ai pas répondu. Certaines nuits,
seul dans cette chambre de motel, le doute s'insinuait quand même. Je me demandais si j'aurais dû simplement tourner la page. Leur laisser la maison. Recommencer ailleurs, dans un endroit plus calme, sans souvenir. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, une autre la suivait. Si je laissais tomber, je me dirais à moi-même et à tous ceux qui regardaient que ce qu'ils avaient fait était acceptable, que la confiance était optionnelle, qu'être calme signifiait être sacrifiable. Alors, j'ai maintenu le cap. Paperasse, réunion, salle d'attente, long silence où mon téléphone ne sonnait pas. Je ne gagnais pas encore, mais je ne disparaissais pas non plus. Et c'était suffisant pour continuer. Le palais de justice se dresse en bordure du centre-ville comme s'il observait tout depuis 100 ans et avait décidé de ne pas intervenir, sauf en cas d'absolue nécessité. Murs de calcaire, fenêtres étroites, le drapeau français claquant au vent à l'avant. Je suis arrivé tôt, le manteau boutonné, les mains vides. Pas de valise cette fois, aucun endroit où aller après. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le produit à polir et le vieux papier. Des néons bourdonnaient au-dessus, baignant tout d'une lumière plate et impitoyable. Des gens étaient assis sur des bancs durs avec des dossiers sur les genoux, les yeux fixés sur rien en particulier. Un faible murmure flottait dans le hall, des chuchotements, des toux, le bruit des bottes sur le carrelage. Franck Delannoy m'a rejoint près des portes de la salle d'audience. Il avait l'air comme d'habitude, calme et posé. « Prêt ?» a-t-il demandé. « Je suis prêt depuis le début », ai-je dit. Et je le pensais. Hélène est arrivée 10 minutes plus tard avec Eric à ses côtés. Il portait une veste qui ne lui allait pas tout à fait, les cheveux plaqués en arrière comme s'il jouait un rôle. Hélène paraissait plus petite que dans mon souvenir, les épaules tendues, les yeux balayant la pièce comme si elle cherchait une issue qui n'existait pas. Elle m'a vu et s'est arrêtée. Un instant, quelque chose comme du regret a traversé son visage. Puis ça a disparu. Nous avons pris nos places. La salle s'est remplie. Quelques curieux. Les acheteurs, Karine et son mari, étaient assis ensemble, se tenant la main. Ils avaient l'air épuisés. Quand le juge est entré, tout le monde s'est levé. C'était un homme plus âgé, avec une présence calme et mesurée, du genre à ne pas avoir besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Le greffier a appelé l'affaire. Franck a parlé le premier. Il a exposé les faits sans fioriture. Les dates, les documents, la procuration limitée, la signature électronique, l'absence d'autorisation appropriée. Il a transmis des copies une par une. L'avocat d'Hélène s'est agité sur son siège. Quand ce fut leur tour, Hélène s'est levée. Sa main tremblait tandis qu'elle parlait. « J'essayais de protéger mon fils », a-t-elle dit. Il avait des problèmes. Je n'ai pas réfléchi. Le juge a levé une main doucement. L'intention n'est pas la même chose que l'autorité. Eric s'est penché en avant. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le juge l'a regardé par-dessus ses lunettes. Ça ne l'est jamais. Franck a présenté l'échange de mai. Le silence s'est fait dans la salle. On pouvait entendre le téléphone de quelqu'un vibrer et être rapidement réduit au silence. Les épaules d'Hélène se sont affaissées. Elle s'est rassise sur sa chaise, le visage pâle. Le juge s'est penché en arrière, les doigts joints. Ce tribunal conclut que la vente a été exécutée sans l'autorité légale appropriée. La transaction est nulle en attendant une enquête plus approfondie. Karine a laissé échapper un souffle qu'elle retenait depuis des semaines. Eric fixait le sol. Hélène a couvert son visage de ses mains. Le juge a poursuivi, la voix ferme mais égale. La fraude ne devient pas acceptable parce qu'elle est commise pour la famille. Les bonnes intentions n'effacent pas le préjudice. Personne n'a parlé. Quand ce fut terminé, les gens sont sortis lentement, comme s'ils ne savaient pas où aller ensuite. Hélène ne m'a pas regardé. Eric est passé à côté de moi sans un mot. Dehors, le vent était vif. Les marches du palais de justice semblaient plus froides que la salle à l'intérieur. Je suis resté là un moment, le laissant me frapper le visage, laissant tout se décanter. Franck m'a rejoint. Ce n'est pas la fin, a-t-il dit. Mais c'est le tournant. J'ai hoché la tête. De l'autre côté de la rue, Rémi se tenait près de son camion, les mains dans les poches. Il m'a fait un petit signe de tête. Pas de sourire,
juste de la reconnaissance. Hélène s'est arrêtée à quelques pas. Elle paraissait plus vieille maintenant. Pas vieillie par le temps, mais par les conséquences. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Mais tu l'as fait. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas, ai-je dit. Tu ne peux qu'y faire face. Elle s'est retournée et s'est éloignée, les épaules basses. Je suis resté là jusqu'à ce que les marches soient vides et que le drapeau au-dessus claque une fois de plus dans le vent. Pour la première fois depuis mon retour, le silence ne semblait pas lourd. Il semblait mérité. La paperasse a pris des semaines après l'audience. Plus de signatures, plus d'attentes, mais le résultat n'a jamais changé. La vente a été officiellement annulée. Karine et son mari ont été remboursés. Ils m'ont serré la main la dernière fois que nous nous sommes vus, tous les deux fatigués mais soulagés. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, a dit Karine. À nous tous. Moi aussi, ai-je répondu. Et je le pensais. Hélène a déménagé discrètement. Pas de discours d'adieu. Pas de fin dramatique, juste des cartons chargés dans un VUS emprunté un samedi matin gris. Eric n'est pas venu avec elle. Aux dernières nouvelles, il logeait chez un ami en périphérie de la ville, faisant face à des problèmes qu'il ne pouvait plus déléguer à quelqu'un d'autre. La maison était vide quand je suis rentré pour la première fois seul. Elle sentait différemment propre, mais peu familière. Les meubles étaient partis, mais les fondations étaient les mêmes. La rayure sur le cadre de la porte datant de la fois où j'avais monté une commode tout seul. Le léger affaissement du sol près du canapé. J'ai passé ma main le long du mur et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Rémi m'a aidé à changer les serrures. Il n'a pas dit grand-chose, a juste travaillé de manière régulière et silencieuse. Après, nous nous sommes assis sur le porche avec 2 bières et avons regardé le soleil se coucher derrière les maisons de l'autre côté de la rue. Ce qui est drôle avec les maisons, a-t-il dit. Elles n'appartiennent pas à la voix la plus forte. Elles appartiennent à celui qui tient bon. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit pour la première fois depuis des mois. Pas de néon qui grésille, pas de bruit de circulation, juste la vieille maison qui s'installait autour de moi comme si elle se souvenait. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a trouvé un nouveau rythme. Plus lent, plus calme. Je suis retourné à l'église. Certaines personnes évitaient mon regard. D'autres le croisaient avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je ne me suis pas expliqué. La vérité avait déjà assez parlé. Un après-midi, je me tenais dans le salon et j'ai réalisé quelque chose de simple et d'important. Un foyer n'est pas seulement un endroit que l'on possède. C'est un endroit qui ne disparaît pas quand quelqu'un essaie de vous le prendre. J'ai appris qu'être calme ne signifie pas être faible. Parfois, cela signifie être préparé. Parfois, cela signifie attendre le